Bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Ancien Premier ministre de François Hollande, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. On va en parler dans quelques instants. Le 10 mai, c'est demain, anniversaire évidemment de la loi Taubira et l'anniversaire aussi donc de cet anniversaire de l'esclavage. Mais d'abord, je voudrais vous dire, le 10 mai 81, que faisiez-vous Jean-Marc Ayrault ? J'étais déjà maire, mais maire de Saint-Herblain avant de devenir plus tard maire de Nantes. Et j'étais dans mon bureau centralisateur et je voyais les résultats des bureaux qui tombaient. Et à l'évidence, voyant les tendances, je me dis, c'est pas possible. Ça va être un raz-de-marée, Mitterrand va être élu président de la République. Et c'était une joie immense qui a éclaté ensuite, parce que cette attente était très forte. La gauche éloignée du pouvoir depuis si longtemps, et l'espérance d'une ère nouvelle, en quelque sorte. Oui, 40 ans après, cette espérance, vous dites, elle est toujours là, vraiment ? Les temps ont changé, la société est rendue plus complexe, plus difficile, avec ses contradictions, ses tensions, ses polarisations, et pas seulement en France, hein. C'est vrai à l'échelle mondiale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, cette espérance, elle est là au cœur des gens, mais est-ce qu'on est capable d'y répondre ? C'est un grand défi politique. On n'a pas le temps de le développer. Mais c'est vrai qu'on garde de 10 mai 81 cette joie populaire, cet immense élan, et qui, j'espère, se reproduira un jour. Oui, vous diriez, comme Jacques Delors l'a écrit dans l'Obs, ce fut un très grand président. Oui, bien sûr, il a pleinement incarné la fonction. Il y a aussi des contradictions, il y a eu des déceptions, il y a des zones d'ombre. Je pense que la lucidité, comme avait dit Lionel Jospin à un moment, c'est le droit d'inventaire. L'enthousiasme de ce qu'a représenté 1981 ne doit pas exclure pour autant la lucidité et la vérité. Oui, le 10 mai 2001, Christiane Taubira, une loi qui est un anniversaire demain, un anniversaire très important, c'est le 20e anniversaire de cette loi qui reconnaissait l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Vous êtes président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Il y aura des cérémonies demain, Oui. un discours lu de Emmanuel Macron, et c'est important de rappeler ça. C'est non seulement... La loi Taubira de 2001 n'est pas une loi du passé, c'est une loi du présent et de l'avenir. On a toujours tendance à croire qu'on se tourne uniquement vers le passé quand on parle de la traite, de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais cette compréhension de l'histoire nous aide à comprendre le présent et de répondre aux défis de notre temps. L'esclavage a créé des sociétés diverses, mais il a aussi créé des tensions, il y a des préjugés, il y a des stéréotypes anti-noirs, il y a du racisme, il y a des discriminations. Donc cette loi, elle nous interpelle parce que ça nous rend plus lucides pour traiter ces questions, l'esclavage moderne. Donc pendant tout un mois, il y aura un moment très intense avec les cérémonies du 10 mai, du 23 mai, celles qui ont lieu dans les Outre-mer, y compris jusqu'au 20 décembre à La Réunion. Donc vous voyez, un temps fort cette année avec cette loi Taubira dont on va parler, la reconnaissance du crime contre l'humanité, mais aussi l'obligation d'enseigner cette histoire dans les programmes scolaires. Et on voit tous les progrès qui ont été faits et qui restent encore à faire. Et puis aussi, je dirais, le travail de recherche qui se poursuit. On voit avec l'année Napoléon que, heureusement qu'on est là pour rappeler qu'un certain nombre de vérités qui pourraient être oubliées. Oui, justement, le discours d'Emmanuel Macron pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, en cette phrase qu'a prononcée le président de la République, en parlant donc du rétablissement de l'esclavage en 1802 par Napoléon, c'est une faute, une trahison de l'esprit des Lumières. Ça vous convient ? Je ne dis pas que c'est suffisant. Ce qui est important, c'est déjà de le rappeler, parce que il y a quelques mois, lorsque a été annoncée cette exposition à la Villette sur Napoléon, à l'occasion de ses 200 ans, il n'y avait rien de prévu sur la décision funeste de 1802 de rétablir l'esclavage. Et donc la Fondation a fait son travail, elle a interpellé et elle a été écoutée puisque nous avons été associés pour que maintenant le visiteur de cette exposition découvre qu'en 1802, Napoléon, premier consul, rétablit l'esclavage en France et va développer avec une intensité qu'on connaît la politique coloniale qui sera ensuite mais la cette sienne. phrase d'Emmanuel Macron vous paraît suffisante de dire que c'est une faute, une trahison de l'esprit des Lumières ? C'est pas seulement une trahison d'esprit des Lumières, c'est une trahison de la République, de ce que la République a fait. La Révolution française, en 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme, elle a hésité, en fait, à abolir l'esclavage, puisque les droits de l'homme s'appliquent partout, sauf dans les colonies françaises, dans les Outre-mer. Et puis, il y a des révoltes d'esclaves, il y en a notamment à Saint-Domingue, et puis la République, en 1794, lorsqu'elle existera, va décider d'abolir l'esclavage. C'est un acte majeur.
Mais la France sera aussi, avec Napoléon, le premier pays à rétablir l'esclavage et il faudra attendre 1848 pour qu'enfin la France abolisse définitivement l'esclavage. Oui. Donc je crois que vraiment... Oui, je voudrais montrer quand même ça, c'est la une du Point. Nicolas Sarkozy qui déclare « Je ne partage pas l'idée selon laquelle la colonisation s'apparente à un crime contre l'humanité ». Mais écoutez, le travail des historiens, puisqu'il y a toujours un doute, si j'entends ce que vous rapportez de M. Sarkozy, sur la réalité de ce qu'a été la colonisation était extrêmement violente. Et dans les périodes coloniales et sur les différents continents de cette colonisation, il y a eu des crimes contre l'humanité. C'est évident. Et ne pas avoir le courage de le reconnaître, c'est aussi une faute contre l'esprit, mais c'est aussi une faute contre la France, parce que à force de triturer ce genre de thème, oui. Marine Le Pen n'a même pas besoin de faire d'efforts. On lui livre sur un plateau tous ses discours et nous voulons une France qui soit en cohérence avec ses idéaux républicains. Il dit qu'il y a eu des souffrances et des erreurs des deux côtés. Mais quel côté ? Entre le colonisateur et le colonisé, le rapport de force n'était quand même pas tout à fait le même. Donc je trouve que c'est une mauvaise approche. L'approche, et qui est celle de la loi Taubira, de la reconnaissance basée sur l'histoire, les faits historiques, est un acte majeur. L'enseignement dans les écoles est un acte majeur. Et ensuite, nous pouvons faire ce travail de mémoire par des moments forts où nous disons voilà la République ce qu'elle est, voilà les valeurs qui sont la sienne, et voilà pourquoi elle regarde son passé en face, pour non pas diviser, mais faire reculer les injustices et les inégalités, et faire en sorte que la mémoire que l'on construise aujourd'hui soit une mémoire de tous, une mémoire partagée. C'est ça la ligne qui me paraît être la bonne. Vous parliez de François Mitterrand tout à l'heure. Lorsque François Mitterrand est allé au Panthéon se recueillir, il a déposé une rose sur la tombe de Jaurès, sur celle de Jean Moulin, mais aussi de Victor Schœlcher. Donc c'était un message. Et ce message, il était en cohérence avec les idéaux républicains, et c'était un message universel. Et moi, je dis à M. Sarkozy, c'est ce message qu'on attend aujourd'hui. Pas le message régressif, pas le message qui est toujours tourné vers la petitesse, et puis qui nous rabat et qui nous diminue. Oui, vous dites quoi? C'est une forme de cadeau fait à Marine Le Pen qui peut gagner la prochaine élection présidentielle? Tous les discours de Marine Le Pen tournent autour de ça. Son soutien à la déclaration putschiste de certains généraux à la retraite, c'est dans la même veine. Donc elle n'a pas besoin de se forcer, puisqu'on lui livre en quelque sorte des arguments supplémentaires. Donc il faut se battre, il faut défendre des valeurs, il faut défendre une idée, une certaine idée de la France. Oui. Et cette idée de la France, pour moi, c'est celle de la République. Le 10 mai 2001, il y avait une unanimité pour la loi Taubira. Aujourd'hui, vous dites, cette unanimité, on ne l'obtiendrait plus. On a l'impression qu'on ne l'obtiendrait plus. Je ne sais pas. Parce que, vous voyez, je vais vous dire, entre ce qu'on entend sur certaines chaînes de télévision ou dans la parole de certains hommes politiques, comme celui que vous venez de citer, il y a aussi dans les profondeurs de la société un travail de fond qui se fait, et notamment dans la jeunesse, moi qui me rassure et qui me conforte et qui me donne espoir. Je vais vous donner un exemple. Il y a maintenant un concours qui s'appelle la Flamme de l'égalité et que la Fondation pour la mémoire d'esclavage organise et soutient et qui a lieu dans toutes les écoles. Le nombre d'élèves qui participent et de classes augmente chaque année. C'est un peu comme le concours de la résistance. Et le 10 mai, dans le jardin du Luxembourg, en présence du président de la République, nous allons remettre les prix. Ces jeunes-là, ils connaissent leur histoire et ils l'abordent en face et ils se sentent heureux de pouvoir créer à travers les travaux qu'ils font. Je pense notamment au slam du premier prix de ce concours de la Flamme de l'égalité qui va être reçu par une classe de Polynésie française et qui parle de l'esclavage contemporain et des questions d'aujourd'hui. Donc moi, je vois que ce qui marche, je vois que ce qui avance, mais il faut, pour que ça prospère et que ce soit partagé par une très grande majorité de Français, qu'on fasse le travail, et c'est pourquoi je crois la grande utilité de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, mais aussi de tous ces acteurs locaux, des élus, des associations dans leur diversité, dans l'Hexagone et les Outre-mer. Oui, on va voir d'ailleurs un clip que la Fondation promeut pour raconter justement au fond cette histoire. Vous dites, si c'est pas la République qui s'en empare, si c'est pas la République qui porte ce devoir de mémoire, on va assister à quoi finalement? Des mouvements racialistes, on va assister à des heurts, à des fractures dans la société. Bien sûr qu'il faut faire ce travail et le faire collectivement. C'est pas l'affaire uniquement des ultramarins, c'est notre affaire à tous, c'est notre histoire commune. Et si on ne traite pas ces questions, si on ne les regarde pas en face de façon, je dirais, méthodique, pédagogique, alors ça ressortira d'une autre façon. Parce que, évidemment, il y aura des frustrations, il y aura des violences, il y aura des approches racialistes qui ne sont pas cohérentes avec l'esprit républicain. Donc faisons notre travail, et ce travail, il est utile pour tous. Et faisons-le ensemble. Oui. On vient de voir un clip de Leila Si.
c'était important. On a vu des visages, Éric Orsena, Memona Interman. Tout à fait, la diversité qui participe française. à ça, qui va être diffusé pendant ce mois des mémoires, qui reflète la diversité. Mais au fond, on se dit, il faut une sorte de militantisme aujourd'hui pour dire cette histoire ne fracture pas et finalement la regarder en face, c'est une façon de se rassembler. Elle nous rend fort, cette histoire, de regarder l'histoire en face, non pas pour chercher à culpabiliser, battre notre coulpe, ce n'est pas le but. Le but, c'est de comprendre, donner les clés, y compris les clés de compréhension de la diversité française, de ces héritages qui sont liés à cette histoire, qu'on va retrouver dans la littérature, qu'on va retrouver dans la peinture, qu'on va retrouver dans la musique. Parfois, on ne sait pas que telle ou telle résonance musicale est liée aux luttes des esclaves qui résistaient contre leurs maîtres. Donc, en fait, c'est notre patrimoine commun. Donc, si on met ça en valeur, on va se sentir plus fort. Cette diversité, cette créolisation dont parlait Édouard Glissant. Et donc, oui, je crois qu'on peut faire un travail utile. Il faut le faire de façon sereine. Moi, j'essaie de le faire de façon sereine, mais en même temps claire et cohérente. Oui, l'éducation nationale, les collectivités locales, les associations, finalement, les terrain. artistes. C'est-à-dire qu'au fond, oui, les artistes, c'est-à-dire qu'au fond, vous dites, c'est qui doit s'emparer de ça? Tout le monde doit s'en emparer, mais il faut effectivement faire connaître davantage. Moi, quand je vois qu'on ignore, par exemple, l'histoire de Toussaint Louverture, je me réjouis que Secret d'Histoire, avec Stéphane Bern, va consacrer une émission le 10 mai à Toussaint Louverture. Qui sera diffusée, bien sûr, sur TV5 Monde. Absolument. Voilà. Et cette année, pour la première fois, nous avons un partenariat avec France Télévisions, avec TV5 Monde. Et ça, je m'en félicite, parce qu'on va évidemment diffuser des informations à un public extrêmement populaire, très large, et on va faire progresser la cause du vivre ensemble et de la fraternité. Oui, parce que derrière, les citoyens d'outre-mer, qui ne veulent pas se sentir finalement des Français à part. Ils ne veulent pas cette histoire-là. Ils veulent être des Français à part entière. Oui. Parce qu'ils sont des Français à part entière. Et les Outre-mer ont souvent montré l'exemple. On oublie tous les sacrifices pour la liberté, pour les idéaux républicains, y compris pour la libération de la France. Donc il faut resituer cette histoire, qui est notre histoire commune, dans l'histoire collective de la France. Oui. Derrière ça, au fond, c'est une manière de dire le racisme, peut-être, dans la société, une forme de ségrégationnisme qui peut exister ici ou là. Finalement, raconter cette histoire, c'est aussi lutter contre ça. Vous dites, au fond, c'est une résurgence de ce passé. Oui, mais il faut lutter contre les stéréotypes, il y a des explications, contre les préjugés, contre le racisme, ça vient de quelque part. Et quand vous avez déminé les choses, expliqué les choses, vous allez dépassionner et vous allez rendre la relation, je dirais, beaucoup plus égalitaire et non pas condescendante ou moralisatrice. Oui, quand vous dites hashtag, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Ouais. C'est notre histoire. Ça, c'est le hashtag pour le mois. Oui, absolument. Ouais. C'est notre histoire. Notre histoire, ça inclut qui? Ça inclut tout le monde, finalement. Tous les Français, quelle que soit leur origine. Alors, y compris les peuples colonisés, qui sont bien sûr partie à part entière de la France, mais aussi ceux qui sont venus d'autres pays à travers les vagues migratoires. Donc, c'est tout ça, la France. Oui. Le français n'est pas une couleur de peau. Le français n'est pas une couleur. Oui. En 1998, c'était « Le français n'est pas une couleur ». Français, ce sont des valeurs. Oui. Vous n'avez pas l'impression, Jean-Marc Ayrault, qu'on régresse sur tout ça, que la société, au contraire, se referme, il y a des tensions, une forme de communautarisme qui se crée. Il y a un risque, et ce risque n'est pas que français. Il existe dans tous les pays, vous le voyez, en Europe. On voit des tensions, des montées d'extrémistes, mais il existe aussi à l'échelle mondiale. Les régimes autoritaires, l'élection de Trump ou Bolsonaro au Brésil, qui colportent les mêmes idées, racistes aussi, et d'extrême droite. Mais en même temps, il y a une capacité des peuples à résister. Le peuple américain nous a montré qu'il était capable de tenir bon avec l'élection de Joe Biden. Ça ne veut pas dire que ça règle tout. Mais c'est vrai que l'engagement politique, l'action politique demande à être sans doute refondée, revisitée, réinventée pour rester en cohérence avec des idéaux de liberté, de fraternité et de solidarité. Et donc il faut prendre garde aux dérives, parce qu'il ne faut jamais dire « oh, c'est pas grave, ça ne va pas se passer, ça ne va pas se produire ». Non, la menace dans l'histoire, elle a toujours existé, et parfois elle est devenue réalité. Donc soyons lucides, soyons conscients, soyons engagés. En tout cas, c'est le sens de ce que je fais en tant que président de la Fondation pour la mémoire. Oui, en même temps, on a l'impression que vous êtes au cœur d'une problématique aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure de cette une du Point de Nicolas Sarkozy, qui veut parler de notre histoire, pour le coup. Et au fond, de dire qu'est-ce que c'est que l'histoire de la France? Est-ce que c'est finalement l'histoire de valeurs partagées? La France est grande quand elle est universelle dans son approche, et non pas étriquée et refermée sur elle-même. Et parce que être étriqué et refermé sur soi-même, vouloir à tout prix préserver un discours figé de l'histoire,
c'est un, comment dire, un symptôme de mauvaise santé, c'est un symptôme de peur. Donc il ne faut pas avoir peur de ce que nous sommes. Et quand on n'a pas peur de ce que nous sommes, alors on peut atteindre ce que certains espèrent, la grandeur, pourquoi pas? Oui, y compris si on reconnaît sa faute. Si on reconnaît que la France a commis un crime contre l'humanité, a participé à un crime contre l'humanité. J'ai l'expérience de Nantes, où j'ai, pendant longtemps, comme maire, été précurseur dans les villes portuaires du commerce triangulaire. Et on nous avait dit, vous allez diviser, vous allez déchirer, vous allez affaiblir. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Les Nantais sont fiers de ce qui s'est passé, de ce travail qui a été fait. Les écoles sont très nombreuses à participer, les expositions continuent, les artistes s'en emparent, l'espace public également avec des manifestations, notamment d'art plastique, et des concerts, des rencontres. Je pense qu'au contraire, quand on fait ce travail, on est plus fort. Et donc je le vois bien, depuis 20 ans avec la loi Taubira, grâce au travail qui est fait dans les écoles et les associations, malgré ce que vous décrivez comme menaces et dangers, nous avons quand même progressé. Petit à petit, les choses avancent. Oui, la clé, c'est quoi? C'est l'éducation. C'est l'éducation. Les enfants. On a vu voté par des députés récemment, d'ailleurs, pour certains qui reprennent finalement ce qui est des argumentaires de la loi Taubira, et de dire, au fond, il faut faire quelque chose pour l'éducation, pour que l'enseignement de l'esclavage soit fait d'une autre manière, y compris en métropole. C'est pour ça que je suis heureux de constater que l'Assemblée nationale s'est saisie à nouveau, 20 ans après la loi Taubira, de cette question et a publié un rapport avec une mission parlementaire qui va exactement dans le sens de ce que vous venez de décrire. Mais le Parlement européen, en fin d'année dernière, a adopté également à une très large majorité une résolution sur l'histoire de la traite, de l'esclavage et de la colonisation qui va exactement dans le même sens de ce que nous avions fait 20 ans avant. Donc ça veut dire que il y a 20 ans, avec la loi Taubira, nous avons fait un acte fondateur. Et donc malgré les réticences, malgré les critiques, malgré les peurs, cet acte fondateur, il est en train de porter ses fruits. Oui, c'est les fondements de la République qui sont en jeu sur cette question de l'esclavage. Absolument, absolument. Je vous l'ai dit, 1789, Déclaration des droits de l'homme, qui a fait le tour du monde, mais en même temps, on n'abolit pas l'esclavage dans les colonies françaises, donc il y a une hésitation pour mettre en œuvre concrètement les Lumières. Mais petit à petit, la prise de conscience progresse. Aux États-Unis, combien de temps il a fallu avant l'abolition de l'esclavage? Il y a même eu une guerre civile. Les idéaux des Lumières ont imprégné les créateurs des États-Unis, comme Thomas Jefferson, George Washington, mais ils avaient eux-mêmes des esclaves. Donc ces sociétés étaient pleines de contradictions. Mais ce qui est important, c'est de ne pas baisser la garde, continuer le combat, continuer la mobilisation et se dire que si on ne le fait pas, alors il y a des risques de retour en arrière. Et 1802 avec Napoléon, malgré l'abbé Grégoire qui s'est battu contre cette décision et bien d'autres, eh bien Napoléon a quand même pu rétablir l'esclavage. Donc faisons en sorte qu'à travers ces exemples historiques, nous soyons suffisamment lucides pour ne prendre aucun risque, prendre au sérieux les menaces et continuer à être véritablement mobilisés autour de nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Merci beaucoup, Jean-Marc Ayrault, donc président de cette fondation pour la mémoire de l'esclavage. On est très heureux, donc demain, 10 mai, donc c'est cette journée mémorielle essentielle. Merci beaucoup, Jean-Marc Ayrault, d'avoir été avec nous. Merci à vous.